Drogon peut-il souffler des bâtiments? Bienvenue sur Philosciences, la chaîne où on fait de la philosophie en s'appuyant sur les sciences. Pardon de déranger, mais je ne vois pas en quoi Drogon peut-il souffler un bâtiment. C'est de la philosophie. Pardon, hein, je veux pas déranger aussi tôt dans l'épisode. Si tu déranges justement. Eh bien, c'est un hors-série, voilà. Et on mettra quand même un petit peu de philosophie, tu vas voir. Un petit peu de philosophie sur comment souffler un bâtiment? Non. On se demandera si Daenerys a bien fait ou non de massacrer tous ces gens. La petite blonde teigneuse là, on va vraiment se demander si elle a bien fait de massacrer une ville. Exactement. Ok. Mais d'abord, je veux savoir s'il est réaliste qu'un dragon puisse souffler la porte de Port-Réal comme Drogon l'a fait dans Game of Thrones. Ah non, j'avais rien à dire. Ok, cool. Pourquoi t'as un clavier sur la tête? Pour me distinguer. Tellement conformiste. Générique. Avant de commencer avec Drogon, j'aimerais vous présenter ce joli petit portrait de Philosciences, le logo de notre chaîne, que vous pouvez d'ailleurs obtenir en faisant des petits dons sur Tipeee. Voilà, je trouve magnifique. Juste une précision aussi, vous l'avez peut-être remarqué, mais maintenant il n'y a plus qu'une vidéo par semaine, de 10 minutes environ, plus ou moins, on verra, et qui sort le dimanche. Alors, Drogon peut-il souffler la porte de Port-Réal comme c'est le cas dans cet extrait? Comment il t'a défoncé? Ça n'a aucun sens de se demander si un dragon peut faire quelque chose, puisqu'un dragon, ça n'existe pas. Eh bien, détrompe-toi, ça a du sens. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas réel qu'on ne peut pas se demander si ce n'est pas réaliste, notamment avec les lois physico-chimiques qui sont les nôtres en ce moment dans notre monde. Et s'il y a d'autres lois physico-chimiques dans ce monde-là, eh bien c'est en fait un endroit assez réaliste, donc c'est plutôt toutes nos lois avec quelques éléments magiques. Mais effectivement, on pourra se demander s'il n'y a pas une loi qu'on peut ajouter ou supprimer pour rendre cette chose réaliste. Mais on va se concentrer avec nos lois, voir si déjà cette chose pourrait exister ou pas et comment. Alors, on va commencer par se demander la quantité d'énergie nécessaire pour souffler une telle porte. C'est une porte qui est gigantesque, c'est surtout une porte totalement creuse avec juste une armature en bois à l'intérieur et un petit peu de briques à l'extérieur. Évidemment, on va faire comme si c'était une porte réelle et non pas la porte de décor. Alors, pourquoi je dis souffler la porte de Port-Réal? Pour une raison très simple, c'est qu'on voit que ça va tellement vite qu'en fait, c'est comme s'il explosait la porte comme un missile. Et c'est pas le temps que la porte crame, qu'elle se désagrège petit à petit. Non, c'est pas du tout ça. À la rigueur, on pourrait estimer un peu une augmentation de température qui aiderait à faire que la porte cède plus vite, mais en aucun cas, il ne crame la porte. Vraiment, il la souffle. À peine il passe que ça dégage. Et moi, ça m'a beaucoup choqué quand j'ai regardé ces épisodes où on voyait le dragon détruire des bâtiments. Et donc, j'ai eu envie de me poser la question, est-ce que c'est possible ou pas qu'un dragon puisse faire ça? Alors, pour commencer notre raisonnement, il va falloir qu'on dimensionne la porte. Donc, d'après les différentes captures que j'ai pu avoir, j'estime la porte à environ 10 mètres de haut sur 10 mètres de large et 3 mètres d'épaisseur. Évidemment, quand je parle de la porte, je parle de toute la pierre qui est entre les deux tours là, et non pas seulement de la petite porte du milieu, puisque le dragon, en fait, il défonce tout ce qu'il y a autour. Moi, je parle de tout ce que défonce le dragon. Et la porte à l'intérieur, en fait, je considère même presque plus que c'est un trou et que ça sert à rien. Je vais même le négliger. Donc, il y a différentes personnes qui m'ont dit qu'il fallait calculer les moments de tension, etc. Le point de rupture, finalement, de la résistance avec ce matériau-là. Certains m'ont proposé de calculer le point de rupture de la résistance en tension d'une poutre, comme c'est souvent ça derrière les portes. Mais là, évidemment, on peut pas, c'est plus un mur, en fait. Il y a une autre personne très sympathique, ingénieur à l'armée, qui m'a fait un calcul, mais en fait, en considérant comme si toute la porte était en pierre. Donc là, ça ne marche pas non plus. Toute la porte n'est pas en pierre, c'est plutôt comme les châteaux forts, de la pierre à l'extérieur, fixée avec quelque chose comme qui s'apparente à du ciment ou peut-être de l'argile, et puis à l'intérieur, plutôt des moellons, c'est-à-dire des pierres de plein de tailles différentes avec de la terre. En général, c'est comme ça que les châteaux forts étaient faits, d'après mes souvenirs du primaire. Donc finalement, on va pas vraiment pouvoir avoir de résistance en flexion d'un mur, parce que je l'ai trouvé nulle part. Donc on va tout simplement, pour aider le dragon, Drogon, et on va dire qu'il n'y a aucune résistance
résistance en flexion. En plus de ça, comme on néglige le fait que ça chauffe, il est très probable que la flexion serait diminuée par le fait que ça chauffe, etc. Ça rendrait les calculs trop complexes. Donc on va négliger tout ça et on va en arriver à quelque chose de plus simple. On va tout simplement calculer la quantité de matière à déplacer et utiliser le principe de conservation de la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement, c'est quoi? C'est quand on multiplie la masse par la vitesse. Dans un système fermé, quand on multiplie les masses par les vitesses et qu'on néglige les frottements, on considère que donc par exemple on est dans un choc totalement élastique et qu'il n'y a pas de perte par les frottements. Dans ce cas, la masse des éléments de départ fois leur vitesse est égale à la masse des éléments d'arrivée fois leur vitesse. Donc ça nous amène une équation assez simple. Il faut simplement maintenant qu'on calcule la masse du mur, sachant que sa vitesse au départ est forcément de 0 km/h. Oui, je vais mettre les vitesses en km/h et les masses en tonnes, ce sera plus simple. Alors, comment on va calculer la masse du mur? Eh bien, on va considérer, comme la pierre a une masse volumique d'environ 2500 kg, c'est-à-dire 2 tonnes et demie par mètre cube. Ça dépend les pierres, mais on va tomber là-dessus, à peu près. Le sable est à 1600 kg par mètre cube et la terre végétale est à environ 1250 kg par mètre cube. Et comme il y a donc à la fois des éléments plutôt de la terre et de la pierre dans ces murs, on va tout simplement faire la moyenne et considérer qu'on est à environ 2 tonnes par mètre cube dans cette porte. On va cependant retirer le milieu, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la véritable porte. En fait, on va la retirer, on va faire comme si elle n'était pas là. Encore une fois, pour aider Drogon, mais là, c'est vraiment négligeable par rapport au reste de la porte qui est en pierre et qui fait 3 mètres. La petite porte du milieu, c'est pas ça le plus dur. C'est pas ça qui va arrêter le souffle du dragon. Donc maintenant, il faut qu'on calcule la masse de notre mur. Donc pour ça, il nous faut le volume, puisqu'on a décidé une masse volumique de 2 tonnes par mètre cube. Alors, combien de mètres cubes on a? On a dit que la porte faisait environ 10 mètres sur 10 mètres sur 3, c'est-à-dire 300 mètres cubes, ce à quoi on retire les mètres cubes du trou du milieu, qui sont de environ 3 mètres sur 5 sur 3 mètres, ce qui fait environ 45 mètres cubes, on arrondit à 50 mètres cubes. On va donc considérer que le mur à abattre, à exploser, sa masse est donc de 500 tonnes, puisqu'on a dit qu'on avait 2 tonnes par mètre cube. Donc on a un mur de 500 tonnes à déplacer. Comme on a dit, on va négliger la résistance en tension et le point de rupture et tout ça, et ne considérer que la masse à déplacer. Donc pour bouger ce mur de 500 mètres cubes, et vu comme le dragon l'explose, on va considérer, pour le faire aller au moins à 50 km/h, il faut une quantité de mouvement de 50 fois 500. Si on considère que Drogon balance le flux inflammable à environ, je sais pas, 300 km/h, encore une fois on va être gentil avec Drogon, on va dire qu'il ça projette hyper vite, ça veut dire donc qu'il doit projeter 83 tonnes à 300 km/h, et si toute l'énergie est convertie dans la porte, s'il tape bien parfaitement sur la porte, alors le mur est soufflé effectivement. Un éléphant, c'est environ 6 à 7 tonnes pour les plus gros. Allez, soyons fous, imaginons même qu'il projette sa salve, son liquide inflammable, à 500 km/h. Il doit encore balancer 50 tonnes. Eh ben peut-être qu'il est très lourd et qu'il balance des trucs très lourds. Voilà, tout simplement. Eh ben oui, qu'est-ce qui te dit que c'est pas possible? Tu sais pas? T'as déjà vu un dragon? T'as déjà pesé un dragon? Ouais, non. Voilà. Ok, admettons qu'il projette 50 tonnes à 500 km/h. Voyons comment ça va se passer pour lui. Eh bah peut-être qu'il peut projeter à 500 km/h. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi pas? Tu sais pas, c'est un dragon. T'as jamais mesuré un dragon. Ça se trouve il envoie des trucs de ouf. Alors, voyons voir. Ok, admettons qu'il projette 500 tonnes à 500 km/h et voyons ce qui se passe. Maintenant, au lieu de prendre le système, ce qui est balancé par le dragon, porte pour que ça dégage, on va prendre le système, dragon, plus ce qui projette. Et on va voir ce qui se passe. En admettant que le dragon pèse, allez, pourquoi pas, c'est vraiment un très gros dragon avec des matériaux très lourds, et donc il pèse 75 tonnes. Donc déjà ça veut dire qu'il projette les 2/3 de son poids. Admettons. À ce moment-là, ça veut dire que ça va avoir une incidence sur la vitesse du dragon. C'est ce qu'on appelle la force de poussée. Quand on projette très rapidement de la matière d'un côté, justement parce que la quantité de mouvement se conserve, et ben ça nous projette de l'autre côté. C'est tout simplement comme ça qu'on fait voler les fusées. Elles expulsent énormément de matière vers le bas et ça les projette vers le haut.
Donc ici aussi, il va y avoir de la force de poussée. Si ce dragon projette à 500 km/h 50 tonnes sur cette porte, ça va avoir une incidence sur lui. Ça veut dire qu'il recule de 330 km/h. Ça veut dire qu'il est projeté vers l'arrière à 330 km/h. Or, on voit le dragon passer par-dessus la porte de Port-Réal une fois l'avoir explosé. Donc certes, il avait une vitesse de départ, mais il ne peut pas être projeté à 300 km/h. On va admettre qu'il arrive très très vite, donc sa vitesse est pratiquement totalement annulée. La charge à l'air, c'est le rapport masse-surface nécessaire pour pouvoir voler. Si on prend la charge à l'air, par exemple, d'un aigle royal, comme le fait très bien Cyrus North dans son excellente vidéo que je vous mets ici, que je vous conseille d'aller voir, où il se demande comment Dumbo pourrait voler, et bien on va faire un raisonnement similaire. Si on est à environ 7,2 de charge à l'air, par exemple pour un aigle, qui est un peu la limite, c'est celui qui a la charge à l'air la plus élevée, pour que notre dragon vole avec ses ailes, en prenant la charge à l'air de l'aigle, sachant qu'il fait 75 tonnes et donc 75 000 kilos, on doit donc faire 75 000 divisé par 7,2 pour savoir la surface en mètres carrés que doivent faire les ailes du dragon. Oui, bah voilà, c'est juste ça, il est très lourd le dragon et il a une grande surface d'ailes. Voilà, problème réglé. Un terrain de foot pour les matchs internationaux, ça fait 7000 m². Donc il faut que ces ailes fassent la taille d'environ 1,5 terrain de foot internationaux. Donc après on peut toujours dire oui mais il vole avec une technique spéciale, des pouvoirs magiques, gna. Dans ce cas pourquoi on lui a mis des ailes? Pour faire joli. Bref, on peut conclure là-dessus pour dire que la manière dont finalement ce qui est juste un lance-flamme a fait exploser comme si c'était du napalm les différents bâtiments dans Game of Thrones, c'était un petit peu décevant clairement, et ça a rendu la partie trop déséquilibrée. Finalement avec un seul dragon, une fois que les arbalètes sont détruites, on peut tuer 20 000 hommes et les gens en face ils ont juste rien à faire, ils ont les mains dans les poches puisque aucun bâtiment ne résiste, c'est même pas il prend le temps de les brûler, il faudrait un peu de stratégie, c'est juste il y va et c'est comme s'il balançait des missiles à chaque fois sur chaque bâtiment, donc ça a l'air en plus de quantité illimitée. Voilà, je trouvais ça un peu dommage de la part des scénaristes. On n'a toujours pas fait de philosophie. Exactement, et comme on est quand même sur une chaîne de philosciences et comme je vous avais promis, eh bien on va se poser la question: Daenerys a-t-elle bien agi en cramant et massacrant des milliers de gens? Et bien encore une fois, on va essayer de se poser la question dans son référentiel éthique. Donc, plaisir et déplaisir de court, moyen et long terme. À court terme d'abord, quels sont tous les plaisirs qu'elle a eu? Il semblerait qu'elle ait envie de se venger, donc elle a le plaisir de la vengeance. Après, il y a l'adrénaline du vol, il y a l'adrénaline de cramer plein de gens. Ça doit sûrement procurer beaucoup d'adrénaline, puisque c'est le signe d'un grand pouvoir, elle a l'air d'aimer le pouvoir, donc voilà. On peut estimer qu'à court terme, il y a beaucoup de plaisir. Y a-t-il du déplaisir? Vu qu'elle a l'air un peu énervée et vraiment de vouloir se venger, je crois que ça la soulage juste, donc je pense pas qu'il y ait vraiment du déplaisir à court terme. En tout cas, ça se lit pas sur elle. À moyen terme maintenant. Eh bien, à moyen terme, il semblerait que elle ait peut-être sous-estimé la manière dont ses proches vont réagir, et notamment Jon Snow, attention spoiler, qui va la tuer. Pourquoi? Elle a donc sous-estimé cet acte dans les yeux de ceux qu'elle aime, et sous-estimé la manière dont ils vont réagir, croyant que rien n'allait changer finalement, et que peut-être ils allaient juste avoir peur, un peu plus peur d'elle, mais qu'ils allaient lui rester fidèles en tous les cas. Et donc c'est pas ce qui s'est passé. Donc on voit que même si c'était un plaisir à très court terme, il semblerait qu'à moyen terme, déjà ça pose un petit souci puisqu'elle meurt. Donc ça c'est quand même un gros déplaisir. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur dois-je me suicider pour un petit peu faire vos calculs par rapport à la mort, mais en général c'est à déconseiller la mort, parce qu'on sait pas ce qui se passe derrière. Et donc à moyen terme, elle avait pas non plus vraiment de plaisir. Là j'ai l'impression que c'est vraiment plus juste du déplaisir. Et puis si elle avait survécu sur le long terme, elle aurait eu peut-être le plaisir de régner, mais le déplaisir que tout le monde la méprise, mais en même temps le plaisir d'être craint. C'est quand même une fille qui se présente comme libératrice des peuples, etc. Saison quand même avant, elle adore avoir le rôle de la gentille quand même. Donc pourquoi a-t-elle fait cette erreur? Eh ben il semblerait qu'elle soit dans une forme de manichéisme duquel elle n'arrive pas à sortir, avec vraiment les gentils, les méchants, et ça l'aveugle sur
ses plaisirs et déplaisirs. Ça lui fait notamment croire qu'elle est toute permis, entre guillemets, puisque elle c'est la gentille, et que donc tout ce qu'elle fait sont des actes bons, puisque c'est la gentille. Voilà, c'était la petite question bonus. Et puis c'était un bon exemple pour utiliser mon éthique. Donc justement, une critique de cette éthique, c'est par exemple les gens me disent mais on peut tout justifier avec ton éthique si quelqu'un a énormément de plaisir à torturer les autres, etc. Et bien en fait ce qui se passe, justement on le voit bien, c'est que en général cette personne doit aussi calculer le déplaisir qu'il y aurait dans la société, le déplaisir social. Et là, typiquement, Daenerys a complètement négligé le déplaisir social. Le fait qu'elle est amoureuse de Jon Snow et que lui il va avoir beaucoup de mal à l'aimer si elle massacre toute une ville. Voilà, puisque lui il a des valeurs plus humanistes, etc. dans son référentiel éthique. Voilà. Eh bien, à dimanche prochain pour de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo hors série vous aura plu. Et on retourne dès la semaine prochaine sur des sujets plus philo-scientifiques. Ah oui, je me disais bien que je t'entendais plus toi. Générique.